Bonsoir Caroline. Bonsoir Julien. On va donc en parler avec nos invités. Avec nous ce soir, Bertrand Badi, vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Isabelle Defourny, vous êtes présidente de Médecins sans frontières. Le général Gomard est avec nous, vous êtes ancien directeur du renseignement militaire. Enfin, David Khalfa, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bernard Badi, peut-être un premier mot d'abord sur ce qu'on vient de voir, sur ces images et sur le vertige de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Ça vous fait peur, vous, ce qui se passe en ce moment ? Peur, bien sûr, parce qu'on est en train de changer de logiciel. On change de grammaire. Les relations internationales d'hier semblent une nouvelle fois repoussées dans l'histoire. On voit en l'espace de quelques jours des ruptures très profondes. On voit d'abord l'horreur. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais derrière cette horreur, que voit-on ? On voit d'abord que l'idée d'invincibilité qui était associée à l'État d'Israël est remise en cause. Un peu comme au 11 septembre, l'invincibilité des États-Unis a été ébranlée. C'est un premier choc. Deuxième élément, on voit que les formules classiques, rapport de puissance, rapport de force, ne fonctionnent plus. Ouais. On va revenir sur tous ces éléments. Mais c'est vrai qu'on a l'impression dans ce moment-là que le monde retient son souffle. Peut-être avec vous qu'on est à un moment de bascule. Oui, en fait, je crois que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un énième cycle sisyphéen d'attaques et de représailles auxquelles on a assisté ces 10 bonnes dernières années entre le Hamas et Israël, ou alternativement entre le djihad islamique et Israël. On est dans quelque chose de tout à fait différent. Pour que les Français et les Françaises puissent comprendre, ça serait l'équivalent rapporté à la population israélienne de 8 millions d'habitants de, comme le disait d'ailleurs le président Biden ce matin, de 11 septembre. Donc ça serait à la fois le Bataclan et plusieurs fois le 11 septembre. Ça ferait à peu près 10 000 morts côté civil israélien, juste pour comprendre un peu l'ampleur du massacre commis par les commandos. L'ampleur du massacre et les conséquences. Exactement. On va parler des conséquences diplomatico-stratégiques, mais en tout cas, c'est ça qui est en train de changer, c'est qu'en effet, on est dans un point de bascule. L'équation stratégique est complètement bouleversée. Et on va prendre les choses les unes après les autres, parce qu'il y a évidemment, je le disais tout à l'heure en introduction, énormément de questions qui se posent ce soir. On va également accueillir Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, le philosophe qui revient précisément d'Israël et qui va nous raconter ce qu'il a vu. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et nous rejoindre en direct ce soir sur France 2. C'est une émission, vous le savez, importante. Je le disais, vous revenez d'Israël et vous avez été dans les kibboutz de l'horreur, à Be'eri notamment. Vous avez vu ces horreurs. J'étais à Be'eri et j'étais à Kfar Aza. En effet, au lendemain du pogrom, au lendemain de la tuerie de masse. Et c'est des images qui me hanteront. Les corps avaient été déjà, pour l'essentiel, retirés. Mais en revanche, je suis entré avec une équipe de secouristes qui venaient ramasser les débris de cadavres, les débris de morts qui restaient encore dans les kibboutz. Un pied dans une chaussure, un bout de chair, voilà, et qui rassemblent ces débris pour pouvoir donner aux morts une sépulture humaine et convenable. Donc j'ai vu ça, en effet, à Kfar Aza. Il y a beaucoup de soldats israéliens qui, après avoir vu ça, après avoir vécu ce qui a été décrit, ce qu'on a montré dans nos journaux télévisés, qui disent « la paix n'est plus possible ». Après ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. C'est un message assez pessimiste, mais est-ce que c'est votre ressenti ? Je n'ai pas vu ça. J'ai passé en effet du temps aussi avec les soldats israéliens positionnés à la frontière de Gaza, et ils ne disent pas ça. Ils disent deux choses. Ils disent « ménager le Hamas n'est plus possible, il faut détruire le Hamas ». Il faut détruire le Hamas, il faut en finir, plus des compromis, plus de transactions. Et ils disent une deuxième chose, les soldats de Tsahal, c'est qu'il faut épargner au maximum les populations civiles de Gaza. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, ils ont donné vous avez montré cette pluie de tracts qui a été envoyée sur le nord de Gaza. Ils ont donné un ultimatum de 24 heures. Ça fait maintenant 3 jours ou 4 jours, ils ne sont toujours pas entrés. Donc j'ai vu... On sent que le poids des Américains joue aussi. Je ne crois pas. Vous savez, Israël n'est pas une marionnette entre les mains des Américains. Je crois qu'il y a une vraie décision des officiers de Tsahal et une vraie adhésion des soldats pour, en effet, ne pas confondre le Hamas et les habitants de Gaza. Est-ce que vous avez rencontré des Israéliens
qui ont été, j'allais dire, heurtés par le sentiment d'être face à un Israël fragile. Pendant des années, on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, on pensait qu'Israël savait se protéger, saurait se protéger. On a vu la fragilité d'Israël. Est-ce que ça, ils le disent, les Israéliens que vous avez pu croiser, et comment le vivent-ils ? Ils ne le disent pas tout à fait comme ça. Ce que j'ai le plus entendu, c'est qu'Israël a été créé pour donner aux Juifs du monde entier un État refuge, un asile. Et là, ils ont compris, bien sûr, que le plus incroyable, invraisemblable, horrible pogrom des dernières décennies s'est passé dans cet État refuge. C'est plutôt ça, c'est pas la vulnérabilité. Les Israéliens savent qu'une démocratie est vulnérable, qu'un service secret d'une démocratie est nécessairement vulnérable. Ils savent que le 11 septembre n'avait pas été davantage anticipé par les Américains. En revanche, cette idée que l'État refuge devient un État où on vient vous tuer et où on vient vous pogromiser, ça, c'est un choc pour l'opinion américaine. Alors, vous restez avec nous encore quelques instants, Bernard-Henri Lévy, si vous le voulez bien. On va simplement faire un détour par la bande de Gaza, car c'est aussi l'urgence de la situation sur place, où on attend la mise en place de ce fameux corridor humanitaire qui a été négocié par les Égyptiens, par les Américains, avec l'accord du gouvernement israélien. Bonsoir, Maryse Burgot, vous êtes sur place. Alors, c'est vrai que, et on va le voir ce soir, on va beaucoup en parler, tous les observateurs parlent d'une situation absolument dramatique, absolument critique dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on sait quand les camions pourront enfin rentrer ? Ce que l'on sait, c'est que la situation est aujourd'hui très critique à Gaza et que c'est le minimum vital qui commence à manquer, c'est-à-dire l'eau et le pain. Et les gens font des heures et des heures dans des files d'attente pour tenter de s'en procurer. L'eau, elle est de plus en plus rare et de plus en plus chère. Il faut savoir que dans Gaza City, souvent l'eau courante au robinet est salée. Le pain, il est de plus en plus rare aussi parce que les boulangeries sont désormais bombardées. 2 ont été bombardées aujourd'hui. Résultat, les boulangers ont peur de fabriquer du pain et quand ils le font quand même, ils n'ont pas assez d'électricité. Ils le font donc à l'ancienne en faisant chauffer du bois, mais il n'y a pas assez de bois. La situation sanitaire est grave aussi parce qu'il y a des centaines et des centaines de blessés dans les hôpitaux qui manquent d'équipements et de médicaments. Alors le seul espoir, vous l'avez dit, il vient de ces camions qui pourraient rentrer par le sud de l'enclave demain, des camions humanitaires, mais c'est une goutte d'eau au regard des immenses besoins des civils de Gaza. Bien, merci Maryse. Vous restez évidemment branchés avec nous et n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez dans cette grande émission. Bernard-Henri Lévy, votre réaction à ce qui vient d'être dit. Dans les 2 cas, ce sont des civils qui sont en première ligne. Évidemment qu'il faut épargner les civils. C'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Vous avez 1 million de civils, peut-être 900 000, qui ont évacuer les zones les plus dangereuses, c'est-à-dire les zones où Tsahal a annoncé par avance qu'il allait cibler les états-majors, les centres de commandement, les rampes de lancement du Hamas. Donc bien sûr que c'est possible. Et les vrais criminels dans cette affaire, ce sont les commandants du Hamas et les responsables politiques qui ont dit aux civils, surtout ne bougez pas, restez là, restez dans les immeubles, servez-nous de boucliers humains. Ça, c'est un crime. Ce crime du Hamas qui a enjoint, qui a adjuré, qui a ordonné aux habitants du Hamas de ne pas bouger. Mais épargner les civils, c'est possible. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été ce soir et d'avoir partagé cette expérience et ce témoignage avec nous. Isabelle de Fourny, vous êtes donc présidente de Médecins sans frontières.